Bonjour Hugo. Bonjour Jean-Marc. Alors, on a l'occasion aujourd'hui de revenir sur le fameux meet-up Pandaloc. Donc on a fait un sondage à main levée des préoccupations principales liées à l'immobilier des investisseurs présents dans la salle. Donc les thématiques principales qui sont revenues étaient liées à la création d'un revenu, soit un revenu complémentaire, soit sur le plus moyen au long terme, que l'immobilier devienne le revenu principal de l'investisseur. Donc ça devienne, on va parler de revenus passifs ou tout simplement de vivre de l'immobilier. L'idée de la création d'un patrimoine est beaucoup revenue. Il peut y avoir des stratégies de création de revenus complémentaires et de création d'un patrimoine. On verra tout à l'heure que si ça peut être complémentaire, le type d'investissement à privilégier ne sera pas forcément le même suivant l'objectif principal. L'idée de précaution, d'épargne de précaution, ainsi que préparer la retraite est aussi revenue. Alors la thématique qui revient beaucoup, surtout pour les jeunes, la création d'un revenu complémentaire. Et pour ça, il faut un cash flow positif. L'idée, pour n'importe qui, mais en particulier quand on est jeune, c'est qu'on n'a pas un patrimoine très important. On veut maximiser l'emprunt bancaire qu'on va faire, tout en ayant un cash flow positif. Un cash flow positif, c'est-à-dire que les loyers perçus sont supérieurs à l'ensemble des coûts. Le coût principal, si on emprunte, si on maximise l'emprunt, sera bien sûr les mensualités bancaires. On peut aussi mentionner à l'achat les frais de notaire qui sont importants, les travaux, donc il peut y avoir éventuellement des travaux à l'achat, mais aussi des travaux au fur et à mesure de la location, chaque année ou tous les quelques années, il y aura forcément un budget de travaux à prendre en compte, et bien sûr aussi des charges, des impôts, la taxe foncière, et bien sûr le risque d'impayé qui est aussi à prendre en compte. Bien sûr. Et un ensemble de coûts qui peuvent faire pencher la balance du mauvais côté. Ce qu'il est intéressant de noter, moi je l'ai noté avec ta page Instagram StatRentImmo, c'est que seulement 4,8% des biens immobiliers, s'ils étaient mis en location, eh bien généreraient un cash flow positif. C'est ça. En fait, la plupart sont dans des flux de trésorerie négatifs. Alors, il y a évidemment parmi les Français beaucoup de gens, ce qu'on appelle en résidentiel, c'est-à-dire ils habitent leurs propres biens, je crois à peu près 66% en gros. Et puis on a 33% d'investisseurs immobiliers qui sont devant cette difficulté de choisir le bon bien avec cet objectif de tirer un cash flow positif. Et on peut dire en fait que la proportion de biens qui le permettent est faible. C'est ça. Aujourd'hui, donc on est à 1 sur 20. 4,8%, on a redit à 5%, ça fait 1 sur 20. 1 sur 20. Donc ça se trouve, ça existe, c'est pas un mythe, mais c'est pas... C'est une faible proportion. Voilà, c'est pas les premiers biens qu'on va trouver sur ce loger qui vont être rentables. Il y en a, mais il faut les trouver. Absolument. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir quand même un certain nombre d'outils. C'est ce qu'on a vu très souvent dans les salons et dans les discussions que l'on a eues avec des experts du milieu. Il faut quand même compiler beaucoup d'informations, avoir accès à beaucoup de bases de données pour pouvoir scanner en gros ces 700 000 biens du marché tous les jours qui sont à disposition, en vente, et pouvoir en tirer véritablement le meilleur, la crème de la crème, afin de pouvoir le mettre en location. Ouais. Alors pour trouver ces petites pépites, pour trouver ces 5% de biens rentables, on peut se baser sur les cash flows. Le cash flow a la qualité d'être très compréhensible, mais le défaut d'avoir un calcul qui peut dépendre de la personne qui fournit cette donnée. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans le cash flow, quel taux d'intérêt on prend en compte, quelle est la durée de l'emprunt. Voilà, ça peut être assez flou si on ne fait pas le calcul nous-mêmes. L'indicateur qui est souvent pris en compte et qui est souvent considéré comme le plus fiable au premier coup d'œil, c'est le rendement locatif. Là, c'est assez clair, quand on parle du rendement locatif brut, c'est le ratio entre les gains à l'année, donc les loyers multipliés par 12, et éventuellement de subventions s'il y en a, et le prix d'achat du bien. Absolument. Donc avec les taux d'intérêt actuels, il faut un rendement locatif d'à peu près 5,5% pour un emprunt sur 20 ans, pour que le cash flow soit positif. Mais là, donc on est en brut, donc on est avant charges, impôts et travaux. Donc là, on prend un appartement présent sur StatRent. Donc bien sûr, nous calculons le rendement locatif, nous calculons le cash flow.
Donc ici, nous avons sélectionné un bien avec un cash flow important. Nous sommes à Saint-Étienne. Saint-Étienne fait partie des villes les plus rentables actuellement. Mythique Saint-Étienne, qui est aux côtés du Havre, de Perpignan, de Fort-de-France, fait partie des fleurons des villes de France en matière d'immobilier locatif. On note souvent que plus un lieu est touristique et plus de personnes à fort patrimoine habitent dans une ville, moins les investissements présents seront intéressants en termes de rentabilité et de cash flow. Donc typiquement, aller investir à Paris intramuros, aller investir sur la Côte d'Azur, aller investir au pied d'une station de ski, ça va pas ou très rarement être un bien rentable. Absolument. Tu vois ici à l'écran d'ailleurs que l'outil nous rapporte un mètre carré voisin de 1 000 euros, 1030 euros. Paris, nous avons déjà allègrement dépassé le 10 000. Donc, pour 10 mètres carrés à Saint-Étienne, il nous faut, nous n'aurions qu'un mètre carré à Paris. Donc là, tu imagines la surface dont il est question, c'est 33 mètres carrés. Avec 33 mètres carrés à Saint-Étienne, je ne peux m'acheter que 3 mètres carrés à Paris. Donc l'investissement, la barrière à l'entrée est plus grande à Paris. Parce que ça demande un investissement plus important. Et avoir un bien rentable est aussi beaucoup plus dur. Donc, il y a des stratégies. On vous invite toujours à aller regarder nos autres vidéos sur la chaîne Hugo Statrends, où on a vu des biens rentables à Paris, notamment avec la stratégie de la courte durée. Hugo Statrends. Mais c'est plus difficile. Alors que là, à Saint-Étienne, on a un bien qui est plus rentable que les biens courte durée à Paris, mais en le louant en longue durée, sans stratégie particulière, très simplement. On arrive à 11% de rendement avec un bien qu'on achète à 34 000 euros, donc comme disait Jean-Marc, avec une barrière à l'entrée beaucoup plus faible, et un cash flow positif dès la première année. Absolument. Il y a un point important aussi, c'est qu'on a beau parler de loyer, ici nous sommes à 311 euros, c'est un loyer assez modique, mais évidemment si Paris est 10 fois plus cher, pour 33 mètres carrés, vous ne trouverez pas de locataire qui veuille payer 3100 euros de loyer pour une si petite surface. Donc à un moment quand même le marché s'ajuste, et le drame de Paris, c'est évidemment d'avoir un prix du mètre carré très élevé à l'achat, mais un loyer au mètre carré qui est quand même relativement modéré par rapport à cet investissement initial, qui fait de Paris une des villes les moins rentables de France, comparé effectivement à quelques pépites, mais qui exige de bien connaître le tissu socio-économique, tel que Saint-Étienne, Le Havre ou d'autres villes de France. Oui, d'ailleurs, on peut conseiller, il peut être intéressant, si on habite à Paris, de louer sa résidence principale. Sauf si on a la chance de l'acheter avant les années 2000, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Et d'aller acheter ailleurs pour le mettre en location. Absolument. Et avoir un bien rentable avec un cash flow positif qui à la fois permet de se créer un patrimoine tout en offrant un complément de revenus. C'est toujours un peu difficile psychologiquement d'acheter pour louer quand on n'est pas de son propre bien. Exactement. Bien sûr. Quand on est locataire, mais d'un point de vue calcul et stratégique, c'est très intéressant aujourd'hui. Absolument. Alors pour se créer un patrimoine, c'est important de revenir sur l'historique des prix en France depuis la Seconde Guerre mondiale, pour faire simple. Entre 1965 et 2000, ramenés au revenu des ménages, les prix étaient stables. Donc on a eu des fluctuations de plus ou moins 10%. C'est pour ça qu'on parle d'un tunnel, et plus précisément du tunnel de Frieditz, qui est l'économiste qui a mis en évidence cette stabilité des prix. Ces prix étaient stables, mais ça s'est arrêté. On voit que c'est plus le cas aujourd'hui. Les prix étaient stables jusqu'en 2000. De 2000 à la crise de 2007-2008, ils ont monté en flèche dans toute la France. C'est ce qu'on peut voir ici sur la courbe. À partir de la crise 2008, les prix se sont à nouveau stabilisés, mais ils ne sont pas revenus dans le tunnel. Donc on n'est pas, on pourrait aller éventuellement créer un nouveau tunnel. On peut en rediscuter à partir de 2020 et du Covid, mais en tout cas entre 2008 et 2020, on pourrait créer un nouveau tunnel. Sauf exception Paris et Lyon, qui ont augmenté en flèche depuis 2000. Donc même ramené revenu des ménages, on a presque un x3 à Paris et à Lyon. On a d'autres villes, comme par exemple Bordeaux, qui ont aussi beaucoup augmenté ces dernières années, mais ce n'est pas aussi constant depuis 2000, c'est aussi lié entre autres à l'arrivée du TGV
et à des causes locales. Alors voilà, donc là on prend l'exemple d'un bien à Paris, et on se rend compte directement que si on compare à la petite fiche qu'on avait de Saint-Étienne il y a une minute, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types d'investissement. Pourtant, c'est un bien plutôt intéressant pour Paris. Avec notre interne du SR Score, on n'arrive pas à le noter à une note supérieure à 6 sur 10, parce qu'on voit qu'on a du rouge sur le cash flow, on a du orange pour le rendement. Donc là, on a un rendement de 4,20%, ce qui est supérieur à la moyenne parisienne qui est autour de 3%, mais qui reste beaucoup moins réjouissant que les 11% qu'on avait à Saint-Étienne tout à l'heure. Surtout que, rappelons-le, on est en brut. Donc après charges, impôts, travaux et autres coûts, le cash flow et le rendement vont encore s'aggraver par rapport à ce qu'on voit. Donc acheter à Paris pour le patrimoine, ça peut se discuter. Il y a un débat entre différentes institutions européennes et françaises sur la présence d'une bulle immobilière à Paris et à Lyon. On ne peut pas le prouver, la Banque de France par exemple défend que non, mais acheter à Paris en se disant que les prix vont continuer à augmenter comme ils l'ont fait depuis 2000, c'est un pari qui paraît risqué. C'est possible, ce n'est pas impossible, mais c'est risqué, c'est un pari. À l'inverse, dire que c'est une bulle qui va exploser et les prix vont baisser, ce n'est pas plus probable. Les deux sont possibles. Une stagnation des prix l'est aussi. Pour dire ça simplement, nous avons une grande incertitude sur l'évolution des prix. Personne n'est capable de prédire avec certitude l'évolution des prix sur le long terme, ni à Paris, ni nulle part en France ou dans le monde. Voilà, acheter à Paris pour le patrimoine, c'est un pari. Tout à fait d'accord avec toi. Et effectivement, là on le voit, vous avez un bien complètement vide dans le 17e arrondissement de Paris, donc les gens ont fait le vide absolu, refait du plancher, proposé cette vision donc sur une très grosse surface. On sait que sur des grandes surfaces parisiennes, le prix au mètre est inférieur au prix moyen. Ce sont les petites surfaces qui sont très fortement convoitées à Paris. Là, nous sommes à moins de 9 000 euros. Et donc effectivement, là, il y a tout un pari. C'est vrai aussi en locatif que c'est assez difficile de pouvoir louer. Parce qu'il faut trouver une famille sur 3 pièces comme ça à 80 mètres carrés. Il faut trouver une famille à un certain niveau de loyer proposé ici à 2 600 euros. Donc ça n'est pas à la portée de tous. C'est un marché qui est un petit peu plus faible et la sociologie de Paris fait qu'une personne sur deux vit seule. Énormément de séparation à Paris et donc les personnes qui se séparent vont très classiquement se retrouver dans 2 petites surfaces qu'elles vont occuper plutôt que dans une grande surface comme celle-là. Donc effectivement, ça n'est pas un bien facile. Je dirais que si on comparait avec Saint-Étienne tout à l'heure, on a un bien de meilleure qualité, mais avec beaucoup d'incertitudes derrière, malgré la stabilité et le prestige du bien proposé. Et avec une réelle entrée pour l'investissement beaucoup plus grande. Bien sûr. Sans même regarder le rendement, le cash flow, les autres indicateurs, on a ici un prix demandé à 720 000 euros, alors qu'on avait un prix que de 34 000 euros à Saint-Étienne. Ah oui. Alors bien sûr, suivant les biens, les prix peuvent varier, mais ils seront toujours inférieurs à Saint-Étienne quand même. Absolument. Investir dans l'immobilier pour sa retraite. Très bien. Alors, tu me donnes la parole parce que tu sens que moi, je vais être candidat pour le petit appartement ski avec jacuzzi et piscine à Haute-Luce. Station très agréable, limite Haute-Savoie et Savoie, proximité du Beaufortin. Alors là, évidemment... Je sais que tu aimes la neige. Exactement. Cette ambiance. Là, nous nous trouvons vraiment dans un objet très très particulier qui est à la fois un objet de placement. C'est clairement la petite surface de 25 mètres carrés pour aller au ski, pour des Parisiens, pour des Lyonnais, pour des Annéciens. Passer une petite semaine, un petit week-end de Noël, laisser l'appartement aux enfants pour qu'ils aillent avec des amis donc dans la résidence faire du ski. Au pied de plusieurs villages qui permettent d'accéder à des domaines skiables. Et en fait, là, on a aussi la possibilité par rapport à donc, ce produit qui n'est pas d'un rendement si moche. On peut tirer quand même 6,1% de cet achat de 151 000 euros. Pour les vieux comme moi, 151 000 euros, c'est 1 million de francs. Pour les très très vieux, c'est 100 millions d'anciens francs. Donc évidemment, c'est assez intéressant. C'est quelque chose que l'on peut placer en location pour le rentabiliser pendant la saison.
Hein. On sait que le ski vit des moments un peu difficiles. Il y a eu l'époque de la pandémie avec l'interdiction de skier. Il y a le réchauffement climatique qui fait que sur certains domaines, à Megève, autour de 1400 mètres, 1200 mètres, ça devient beaucoup plus difficile. Et on le sent que les stations sont de plus en plus courtes aussi. Voilà, les stations sont courtes, les saisons sont courtes. Les saisons sont courtes. Ouais. Et aussi, je crois qu'il y a une mode qui se répand chez les jeunes de les déporter un peu vers d'autres sports de glisse que le ski. Je pense notamment au surf, etc. Donc voilà, il y a une petite incertitude là-dessus, mais si jamais vous voulez préparer votre retraite, vous partez sur ce bien-là. Vous avez la capacité, donc le temps de votre activité, de le louer à des personnes, à des familles qui sont dans la demande de ce type de biens pour de la saison, pour une semaine, 2 semaines, etc. Voire une saison d'été, hein, le Beaufortain c'est très agréable l'été. Et au moment de votre retraite, si vous aimez la montagne, vous allez occuper ce bien une partie de l'année, 3 mois, 6 mois, vous partagez un peu de Sri Lanka, un peu de Maroc, un peu de Thaïlande, un peu de Haute-Luce, un peu de Paris, si vous avez la chance d'avoir 2 biens en métropole. Et à partir de là, vous avez une retraite qui ressemble vraiment à quelque chose du point de vue des activités physiques, des activités de montagne, randonnée, ski l'hiver, etc. Ça peut être tout à fait intéressant. Ce qui paraît assez clair sur ce bien, c'est qu'on a une rentabilité supérieure à ce qu'on avait vu à Paris, mais inférieure à ce qu'on a vu par exemple à Saint-Étienne. Donc on est sur un bien assez intermédiaire qui à la fois a un cash flow. Alors là, on passe dans la catégorie des cash flows positifs, qui à la fois a un cash flow positif, légèrement positif. Je pense qu'après charge, impôt et autres coûts, on sera assez proche du cash flow nul, assez proche de l'équilibre. Mais on a aussi un bien on peut imaginer que la demande, autant si on veut le revendre à la vente qu'à la location, est plus sûre peut-être que à Saint-Étienne. Absolument. Absolument. On est sur vraiment l'immobilier de montagne. Hein. La montagne, la mer, ce sont des éléments clés. Ce sont des éléments qui sont toujours recherchés, avec une possibilité été comme hiver. Sur des stations un peu village comme Haute-Luce, il y a de la demande l'été. On l'aura moins sur des Val Thorens, des Méribel, des zones plus industrielles, on va dire, plus orientées vers du tourisme vraiment hivernal, avec vraiment un axe ski, peu de forêt, des choses qui ont été la montagne vraiment aménagée pour le sport. Là, on a la possibilité d'avoir le meilleur des deux mondes. Voilà, sur une petite surface, mais un accès direct à la montagne. C'est le rêve de beaucoup de retraités quand même. C'est vrai que pour y vivre, ça donne très envie. Ça donne très envie.